Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre participation ce soir. Merci à nos intervenants aussi, forcément. Je vous laisse juste vous installer tranquillement. Donc l'idée de cette 5e rencontre de Skiesi, on ne pensait pas vraiment aller jusqu'à 5, mais l'idée c'est vraiment à chaque fois d'avoir une thématique toute particulière. Et pour cette 5e édition, on a privilégier plutôt la santé des femmes. L'idée, c'était de partir du constat que, historiquement, la recherche était faite par des hommes, pour des hommes, et qu'il y a beaucoup d'évolutions de mœurs, changements politiques, changements de vision et de visibilité de la santé de la femme. Et l'idée, c'est justement de parler avec nos intervenants sur cette thématique, de reprendre un petit peu tout le parcours que la femme a vécu par rapport à la recherche et de pouvoir travailler et discuter de tous les prismes que ça engendre, de la perception de la femme, de l'inclusion de la femme dans la recherche, de la communication, de la prévention. Et du coup, on va pouvoir commencer, si ça vous va. Et je vais vous laisser peut-être vous présenter déjà en premier. Bonsoir, je m'appelle Coralie Bloch, je suis interniste et chercheur en immunologie à Necker, à l'Institut Imagine à Necker. Et je suis aussi responsable d'unité de recherche clinique à l'hôpital à Vicenne, à Bobigny. Et dans le cadre d'une mission déléguée par la direction de la recherche clinique, on s'est posé la question de l'égalité homme-femme en recherche clinique. Et à partir de là, on a développé une réflexion avec mes collègues de la DRCI sur qu'est-ce que c'est que la place des femmes en recherche en santé. Voilà, d'où ma présence ici. Bonsoir. Alors, je suis Aurélie Soulier-Konecki, je suis co-dirigeante de Femtech Connect et plus précisément de l'animation du réseau. Alors, qu'est-ce qu'est Femtech Connect? C'est un réseau qui est dédié à la santé de la femme et à l'innovation et qui a pour objectif en fait de fédérer un écosystème de professionnels pour lesquels on va pouvoir diffuser l'info médicale et une pratique plus juste en santé des femmes. On a également une approche transversale et humaine et le but est vraiment de faire circuler le savoir parce que souvent c'est le manque d'accès aussi qui rend les choses plus compliquées. Notre but étant de créer aussi du lien entre les différents acteurs de ce secteur, notamment au niveau de la recherche, au niveau des professionnels de santé, des laboratoires, des startups dans ce milieu-là, et des associations de patientes, par exemple, et aussi des patientes expertes. Nous proposons par ce biais-là des e-coffee, des espaces en fait collaboratifs pour avancer sur ces thématiques-là et certains événements dédiés spécifiquement à la santé de la femme. Bonsoir. Alors moi je suis Nathalie, je suis membre de l'association Grossesse Santé contre la prééclampsie. J'ai rejoint l'association il y a environ 1 an après avoir vécu moi-même des complications graves de la grossesse, entre autres et plusieurs deuils périnataux. C'est très important pour moi d'être ici parce que du coup, la prééclampsie, malheureusement, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, c'est une pathologie qui reste, oui, assez... excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, je ne trouve pas toujours mes mots. Oui, assez muette, disons, vis-à-vis des patientes. Alors, je vais vous présenter l'association rapidement. Nous sommes un groupe de patientes et l'association a 3 piliers, on va dire. Tout d'abord, de sensibiliser sur la prééclampsie et les complications qu'elle peut entraîner. Soutenir les mamans et les familles qui ont vécu cette pathologie et aider également à développer la recherche liées à la prééclampsie. Et donc, on est en contact et en échange permanent avec des professionnels de santé. On a également un comité scientifique, donc du coup, tout ce qu'on peut partager est validé, soutenu par les médecins qui nous accompagnent. Voilà, merci.
Bonjour, donc Alexandre Vallée. Donc moi je dirige le service d'épidémiologie de santé publique à l'hôpital Foch. Et en parallèle, en fait, au sein de notre hôpital, on a créé un institut de la santé de la femme. Et moi, je m'occupe de tous les aspects recherche sur toutes les grandes thématiques que nous avons, qui sont à la fois les questions de fertilité, d'endométriose, de ménopause, mais aussi les déterminants de santé, les cancers gynécologiques, les maladies cardiovasculaires, etc. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par la question un petit peu générique, si je puis dire. Selon vous, pourquoi les femmes sont-elles encore sous-représentées dans la recherche? Alors, c'est une histoire c'est une question qui a une histoire. Hein. Il faut bien savoir que il a fallu attendre 2014 pour que le NIH impose. De longue date, les femmes n'étaient pas incluses dans les projets de recherche historiquement. En 93, la FDA a obligé à ce que la FDA, donc c'est le Food Drug Administration aux États-Unis, a obligé à ce que les femmes soient incluses dans les projets de recherche. Et en fait, les cliniciens n'incluaient pas les femmes dans les projets de recherche pour des questions qu'on peut détailler et discuter après. Et à tel point qu'en 2002-2003, il y a un rapport qui sort aux États-Unis et qui dit les médicaments qu'on a retirés du marché sont des médicaments dont les effets secondaires sont majoritairement les effets secondaires délétères toxiques sont majoritairement concernent majoritairement des femmes. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit il faut quand même qu'on se mette à inclure les femmes dans les essais. Donc il y a eu un essor de l'inclusion des femmes dans les essais. Et en 2014, le NIH a obligé à ce que le sexe ratio apparaisse dans les résultats des essais cliniques. Et voilà. Aujourd'hui, ce que je sais, donc voilà. Alors la question, c'est pourquoi on n'inclut pas. Ça, c'est l'historique. Après, il y a 1000 raisons. Je ne vais peut-être pas monopoliser. J'en ai beaucoup en tête, mais je vais peut-être passer la parole à mes collègues. Alors, les premières raisons que je dirais, c'est que les femmes paraissent plus compliquées. Non, je plaisante. Je crois que je passe aussi souvent. C'est quand même que les femmes sont plus compliquées parce qu'il y a le problème des enfants et de la grossesse. Hein. C'est vraiment une terreur absolue des cliniciens et ça a été la première chose. Donc ça a été vraiment un obstacle majeur. Et d'ailleurs, il n'y a pas un essai clinique aujourd'hui chez des femmes, même chez des femmes. Chez toute femme et sous contraception, même si vous incluez. Moi, je dirige un essai clinique où j'inclus des femmes pendant 10 jours qui sont dans des conditions de vie près de la vie, entre la vie et la mort, à l'hôpital, au fond de leur lit, parce qu'elles ont une pathologie très grave dans le cas de monomarchage en immuno. C'est assez peu probable que pendant ce temps-là, elles fassent des enfants. On leur donne un médicament qui, pendant 15 jours, elles sont toutes sous contraceptif. Et c'est impossible qu'elles ne soient pas sous contraceptif. Donc, toutes les femmes incluses dans les essais cliniques sont contraceptives. Donc ça pose une deuxième question, c'est que c'est de la recherche chez les femmes qui ont des contraceptions. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment le gros problème, c'était le risque de grossesse. Oui, mais le suivi hormonal aussi qui est compliqué peut-être à gérer. Et puis le surcoût que ça demanderait certainement, ça c'est encore un autre aspect au niveau financier pour pouvoir mettre en place ce suivi-là. Non, pour moi, la vraie raison, c'est le risque de grossesse. Hein. C'est le seul point majeur qui interdisait les femmes à être incluses dans les essais. Ce qui amène une double question, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les médicaments marchent chez les hommes et pas forcément chez les femmes, on pourrait le dire. Et quand on regarde en plus la contraception, ça veut dire qu'on regarde une femme non ménopausée versus une femme ménopausée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne pourrait pas dire quelle est l'efficacité réelle. Alors après, on peut le voir avec l'effet sur le long terme, je dirais, on le voit par rapport à l'effet des hormones, en fait, qui peut interagir avec des médicaments. Donc ça peut être amené une question qui peut arriver derrière. Mais comme on a un recul assez long comme ça, on connaît l'efficacité des traitements. Mais ce qui veut dire aujourd'hui, c'est qu'on peut se poser la question, une question d'éthique, de savoir comment inclure les femmes dans les essais thérapeutiques.
L'autre chose, c'est que pendant longtemps, donc on les a pas inclus pour les médicaments, mais surtout, il y a une autre chose dont on parle jamais, mais qui est amusante à lire quand on fait de la bibliose, c'est que pendant des années, notre sociologie, notre historique, la médecine a considéré que la seule différence qui existait en termes médicaux entre un homme et une femme, c'était la bikini médecine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la seule différence biologique entre un homme et une femme correspond aux zones recouvertes par un bikini. Le reste est strictement identique. Alors, évidemment, ça n'incite pas les laboratoires à pousser, à mettre de l'argent pour distinguer hommes-femmes dans les essais cliniques. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est une vraie question légitime ? Est-ce qu'il y a une légitimité à se poser la question des femmes je suis un peu provocatrice, à distinguer les femmes des hommes dans les essais cliniques ? Après tout, c'est quoi les arguments ? Aujourd'hui, il y a quand même des évidences en termes hormonal et en termes génétiques et épigénétiques pour dire que, évidemment, nos fonctionnements hommes-femmes sont différents bien au-delà de nos gènes, bien au-delà des zones du bikini, si je puis dire, et que ces différences génétiques et épigénétiques, elles influencent, par exemple, fondamentalement sur le métabolisme des médicaments, en particulier ce qu'on appelle la PKPD, c'est-à-dire la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, qui est régie par des enzymes, par la façon dont on va éliminer un médicament par les clairances d'élimination rénale qui sont différentes chez les hommes et chez les femmes, et qu'il y a une réalité biologique qui fait que il y a une vraie légitimité à réfléchir les choses de façon un peu différente quand on fait un essai clinique chez les hommes et chez les femmes. Oui, non, rien à redire de plus. mais est-ce que vous voyez des signes encourageants de changement, d'évolution, des évolutions de mœurs par rapport à ça ? Alors, il y a déjà la démographie, on va dire, dans le domaine médical qui change aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui plus de 70% dans les nouvelles promotions, c'est 60% de femmes, alors qu'avant, ce n'est que des hommes, en fait, en médecin. Donc, ce qui veut dire que déjà l'intérêt, nous, on l'a observé, hein, quand on regarde sur la démographie, l'intérêt, on va dire, des sujets, des thématiques commence à switcher, à changer. Je regarderai juste, par exemple, aussi, en 2025, Catherine Vautrin a demandé à ce que une des priorités dans les PHRC soit les sujets santé des femmes. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un mouvement politique qui s'implémente petit à petit et qui montre que on devient prioritaire en fait les sujets qui se rapportent à la santé des femmes par rapport à d'autres sujets, voilà, donc en fait qui montre quand même cette importance. Donc il y a peut-être un mouvement à la fois politique, mais aussi je pense que à la fois des chercheurs et des médecins, on va dire, qui va venir progressivement. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je serais un peu moins enthousiaste parce que moi, quand j'en ai parlé à mes collègues directeurs durs, qui m'ont regardé bizarrement en me disant « Oh là là, t'es sûr ?» Bon. Donc, en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que quand vous faites une étude, quand vous recevez un médecin qui veut faire une étude de recherche clinique, il faudrait, si on était tout à fait raisonnable, si on veut vraiment... il faudrait qu'on puisse adapter la répartition homme-femme dans l'étude à celle qui est propre à la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on puisse... Or, cette question qui est a priori une espèce d'évidence mathématique, enfin, moi je ne suis pas du tout mathématicienne, mais quand même une évidence statistique, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est le gap qui est très intéressant. Que nous, en épidémiologie, ça fait plus de 30 ans, voire 40 ans, quand on regarde les grandes base de données, on fait une dichotomie entre les sexes. C'est-à-dire qu'on regarde d'un côté les hommes et on regarde d'un côté les femmes. Et en fait, on ne mélange jamais les résultats, on fait population globale, mais après, on regarde toujours les résultats par sous-groupe hommes-femmes. Et en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas le cas en fait, dans les essais interventionnels. Ce n'est pas le cas du tout, parce que donc, quand on prévoit un essai, on ne regarde pas le sexe ratio de la pathologie en population générale. Donc, si c'est une pathologie qui concerne 6 fois plus de femmes que d'hommes, il faut que cette répartition, elle soit imposée dans le protocole dès le départ, dans la façon dont il faudrait qu'elle soit imposée dans la population qui va être recrutée pour l'essai clinique. C'est jamais fait. Et deuxième chose,
le sexe ratio, dans les études stats, de la façon au moment où vous allez interpréter les résultats, le sexe ratio ou le sexe du patient n'est pas pris comme une variable autonome. Ce que je veux dire par là, c'est que on interprète l'efficacité de la molécule. On vous dit, voilà, vous utilisez une nouvelle chimiothérapie pour un cancer, vous utilisez, par exemple, la molécule que j'utilise pour mes malades. Bon, moi, j'ai très peu, c'est une maladie rare, j'ai peu de malades, mais on n'a jamais l'idée de regarder les résultats en fonction du sexe du malade. Jamais. Donc, la variable sexe n'est jamais prise comme une variable indépendante pour l'analyse des résultats. Donc, toutes ces choses-là montrent qu'on est quand même... il y a du boulot. Et chez les industriels, je pense qu'on peut ouvrir la discussion avec les industriels. Je pense que ce serait très compliqué pour eux. Et je ne suis pas sûre qu'ils soient tous d'accord, en particulier nos amis de l'onco et Mato qui ont des protocoles super coûteux. À rentrer à tenir compte de ces variables-là. Il faut que ça passe par une décision politique. Enfin, comme vous dites, il y a un vrai changement. De mentalité. Oui, vous avez tout à fait raison. Et Nathalie, par rapport à ces changements de perception, est-ce que c'est la même chose pour les femmes enceintes, typiquement ? On voit que ça évolue quand même. Petit. Après, c'est vrai que via les réseaux sociaux, entre autres, on échange énormément avec les mamans qui se confient, qui nous partagent ce qu'elles ont vécu. Donc voilà, ça peut être pendant leur grossesse, après l'accouchement, parce que la prééclampsie peut intervenir même en postpartum. Donc c'est vrai que du coup, on essaye de faire le lien avec ce qu'elles nous partagent, ce qu'elles nous confient, et du coup, pouvoir des fois leur faire échanger avec des médecins qui font partie de l'association. Donc voilà, disons qu'on sent l'évolution, c'est petit à petit, mais voilà. Après, c'est une question de confiance aussi, parce que beaucoup de mamans ont perdu confiance en le monde médical via ce qu'elles ont traversé. Donc voilà, c'est tout un travail de lien. Donc, selon vous, la communication est un levier important pour changer les mœurs et la perception que des typologies de femmes vont avoir ? Oui. Ça, je pense que ça passe par là pour beaucoup. Donc, pour nous, c'est via les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on essaye de toucher le plus de monde possible. Donc, mais oui, c'est le levier. Des avis sur cette question de communication pour les femmes en général par rapport à la recherche, l'inclusion aussi des femmes dans la recherche spécifiquement ? Comment on peut accroître les femmes plus spécifiques ? Allez-y. Je voudrais juste dire, on a quand même aujourd'hui des chiffres qui veulent dire, parce que la question c'est est-ce qu'on n'inclut pas, est-ce que les femmes sont sous-représentées dans la recherche ? On a quand même une grosse progression des inclusions des femmes. Alors, il y a des chiffres qui sont contradictoires, mais enfin, globalement, on arrive à des chiffres qui sont proches pour certains rapports, de 50% chez les enfin, au-delà de ça, enfin, il y a un rapport équilibré quant à l'inclusion des femmes et des hommes dans les recherches. Alors, c'est sûrement hyper variable en fonction des recherches et du type de la recherche. Quand vous faites des essais de type 1, c'est-à-dire des phases précoces, toxicité, et puis du type 2, efficacité, ça tombe à 20%. Donc là, on se retrouve avec l'idée de la terreur de la femme enceinte sur des nouvelles molécules ou des protocoles un peu nouveaux. Et donc là, on va tomber à 20%. Mais quand même, c'est un chiffre on augmente. Le nombre de femmes incluses dans les essais cliniques augmente. Alors maintenant, la question, c'était un peu l'adaptation du sexe ratio à la pathologie. Et puis la question, c'est aussi pourquoi il en reste moins. Enfin, on en inclut toujours pas assez. D'après une étude que j'avais vue justement au niveau du rapport du ratio médian, c'était qu'on arrivait à 41% au niveau de l'inclusion. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que malgré tout, même si c'est en progression, si on parlait du fait d'être sous contraceptif ou non, ça représente quand même 250 millions de femmes dans le monde. Donc quand on veut défendre une médecine universelle, est-ce qu'on peut se permettre finalement
de limiter à la moitié de la population, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là que mérite de réfléchir par quel biais. Nous, on essaie en tout cas de transmettre vraiment l'information, et c'est pour ça le fait de regrouper différents aussi acteurs du secteur de la santé est important, parce que souvent, on en discutait tout à l'heure, une étude qui va pouvoir amener certaines clés dans la prise en charge aussi des patientes ne sera pas forcément accessible, on va dire, aux professionnels de santé de terrain. Et tout l'enjeu est là aussi d'amener une information, d'être plus efficace, de gagner aussi en timing pour pouvoir donner cet accès-là et d'améliorer cette prise en charge-là. Et inversement aussi, de permettre de faire remonter les informations aussi des patientes via les associations de patientes aux professionnels. Bon, je me souviens qu'on avait justement abordé le sujet ensemble et de se dire aussi que en tout cas, les thématiques de recherche par rapport à la femme étaient beaucoup soumises aussi à des thématiques très médiatisées. Et justement, on a beaucoup parlé de l'endométriose, donc il y a eu beaucoup de sujets sur l'endométriose parce qu'il y avait une médiatisation sur le sujet. Après, on a beaucoup parlé de la ménopause. Là, en ce moment, ça commence un petit peu à bouger, donc il y a des projets aussi qui sont plus visibles, en tout cas, ou des actions qui sont plus visibles. Vous avez peut-être un avis là-dessus ? Oui, il y a aussi tout ce qui est pathologie cardiaque, où on en entend en ce moment, en tout cas, de plus en plus parler. Après, il y aurait un autre secteur aussi qui serait aussi à prendre en compte, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et par rapport à tout ce qui est posologie, on en parlait tout à l'heure au niveau médicaments, parce qu'effectivement, il y a eu des interactions qui ont été découvertes seulement après la commercialisation de certains médicaments. Et c'est comme ça qu'on va dire, on découvre et on avance, mais ça serait encore mieux si on pouvait agir plutôt en prévention plutôt qu'une fois que des problématiques arrivent. Mais ça, c'est les inconvénients. Oui. Non, rien d'autre. Moi, j'avais une question aussi pour le public. L'idée, c'est quand même de faire participer les gens. À quoi ressemblerait, selon vous, de la recherche très équitable et inclusive ? S'il y a quelqu'un qui a la réponse ou un avis sur le sujet. Pas d'avis. C'est pas grave. Alors, je veux bien compléter, du coup. Pas de souci. Pour nous, dans l'idéal, après dans un monde peut-être utopique, mais ça serait de tenir compte effectivement du genre, de pouvoir aussi tenir compte finalement des origines ethniques, parce que là aussi on retrouve des différences. Suivant les conditions sociales aussi, on voit des différences de prise en charge aussi et d'évolution. Donc voilà, ça serait un petit peu ça notre idéal. Moi, je veux bien rebondir. Alors, j'ai un biais majeur sur le truc, mais je veux bien rebondir. Qu'est-ce qui fait que, si je reprends ta question, c'est comment on pourrait faire une recherche qui soit plus équitable et inclusive ? J'ai envie de rebondir dans l'autre sens. Et à votre avis, est-ce qu'il y a déjà des outils ? Parce que, par exemple, le numérique, et on voit que, par exemple, dans les études qui sont faites en ligne, toutes les études qui sont décentralisées ou les études en ligne, il y a beaucoup plus de femmes qui se prononcent, beaucoup plus jeunes et beaucoup plus diplômées que ce qu'on peut voir dans le réel quand il va y avoir des investigateurs. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi. Et est-ce que c'est pas que quelque part, les femmes se sentent plus libérées avec un outil électronique et qu'elles vont avoir une voix qui va être mieux exprimée que lorsqu'elles sont face à un système qui est peut-être un peu plus considéré comme patriarcal. Et donc, est-ce que quelque part, la digitalisation des études ne va pas permettre aussi d'avoir plus d'inclusion ? Voilà, donc je retourne la question. J'en profite. Alors moi je rajouterais par rapport à ça, c'est qu'un des moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser, qui va à mon avis arriver bientôt, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui nous permet en fait de faire deux choses, c'est faire de l'augmentation des données de santé. Donc ça veut dire que pallier par exemple la sous-représentation des femmes en créant en fait des cohortes, on va dire, numériques et je dirais artificielles à ce moment-là en fait de femmes dans les essais cliniques. Et après l'avènement au cas où demain du jumeau numérique nous permet presque de switcher en fait à la fois en fait des hommes et des femmes, mais de faire des patients en fait de simulation sur les essais thérapeutiques. Donc ça c'est peut-être un des moyens. Après pour répondre, c'est vrai que pourquoi les labos ne font pas
je dirais, autant d'hommes que de femmes, forcément, parce qu'il y a une difficulté de recrutement, mais aussi, je pense qu'il y a une question en fait, de coût par rapport à aujourd'hui. C'est que si on regarde, si on fait 50%, on regarde les sous-groupes hommes-femmes dans les essais thérapeutiques, il y a un manque de puissance statistique, donc en fait, on ne le regarde pas. Et deuxièmement, donc, c'est-à-dire qu'il faudrait doubler en fait, le nombre d'inclusions, si vous voulez regarder chez les hommes et chez les femmes, et donc en termes de coût, ce ne serait pas possible. Et éthiquement parlant, en fait, aujourd'hui en France, la loi nous l'interdit. Donc en fait, c'est les grandes questions. Après, il y a le facteur aussi qui peut rentrer en compte majeur aussi, c'est, je dirais, les différences socio-économiques qui rentrent en jeu à la fois dans les essais, en fait, qui a aussi est très sous-estimé, et notamment en fait tout ce qui est le fardeau en fait chez la femme, en fait en général, par rapport au traitement, enfin, je veux dire, par rapport à l'ensemble en fait qui se rajoute. Voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, en fait, on a, avec la DRCI, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a regardé en période Covid une trentaine d'études et on a regardé tout simplement la répartition homme-femme, juste comme ça. On a fait une photo pour voir un peu ce qui se passait. Et Fabien Mogard est là et on a fait ça avec lui, de la DRCI. Et en fait, c'était très amusant parce que dans les études interventionnelles, la répartition interventionnelle, ça veut dire que vous intervenez sur le patient, c'est-à-dire soit vous faites un médicament, soit vous lui faites faire un examen complémentaire de plus qui est lié à la question de la recherche. D'accord ? Donc on intervient sur le patient. Dans les études interventionnelles, les femmes sont hyper sous-représentées. Donc ça veut dire que spontanément, elles sont moins là. Alors après, on peut commencer à réfléchir pourquoi elles participent moins aux études interventionnelles. Est-ce que c'est les femmes ? Est-ce que c'est les médecins ? Est-ce que c'est la charge mentale, c'est-à-dire qu'une étude interventionnelle, il faut venir à l'hôpital tous les mois pour voir ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est long, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que les femmes, elles ont du mal à dire, bon ben moi je vais être dispo pour j'aime beaucoup mon médecin, mais enfin s'il faut que je vienne le voir tous les 3 mois pendant 4 ans, je vais faire un bébé, je vais me marier, je vais ceci, je vais là, je suis pas sûre d'être disponible, quoi. Donc voilà. Et par contre, ce qui est très amusant, c'est qu'elles sont très soucieuses de la santé, parce que dans les études de prévention du VIH, du Covid, pardon, les études Covid, excusez-moi, eh bien, alors par contre, il y avait très majoritairement des femmes. Donc elles sont très soucieuses de la question de santé. Et donc on arrive peut-être à un point névralgique, sociologique, psychologique, qui est aussi à discuter et qui va dans le sens de ce que... Enfin, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'IA, c'est que finalement, une fois qu'on facilite l'accès, et ben, les femmes sont tout à fait participantes, quoi. Alors, je mettrais juste une information pour le Covid, c'est que quand on regarde les données en France, le Covid atteint plus les femmes que les hommes. Et c'est vrai, et quand on regarde le Covid long, il y a 2 fois plus de femmes atteintes de Covid long que des hommes. Donc en fait, il y a peut-être aussi ce biais qui peut être entré en jeu. Plus de femmes. Oui, Covid, plus de femmes que d'hommes en population complète. Ah bah alors ça, je suis contente Pas d'avoir par la donnée, parce que pas moi... par rapport à la sévérité des symptômes, ça je ne sais pas, mais en termes de... Ah ouais, parce que je pense qu'il y avait... Alors parce que souvent, je pense qu'il y avait plus d'hommes femmes. Oui, c'était plus des hommes qui étaient hospitalisés. Oui, hospitalisés, mais par le biais des facteurs de risque. Je veux dire, oui, je parle pas d'hospitalisation. L'hospitalisation, c'est parce qu'en fait, c'était les hommes qui avaient des facteurs de risque, et en fait, on regardait que c'était plutôt l'homme avec un surpoids, je dirais, qui fumait, qui avait 60 ans, qui était hospitalisé. Je veux dire, c'est ça qu'on observe. Et je parlais de contamination Covid. Hein. Et justement, quel levier on peut mettre en place pour inclure soit des femmes, parce qu'il y a quand même plusieurs articles qui sont sortis en disant qu'il y avait quand même une errance médicale pour les femmes sur des tranches d'âge spécifiques. On se focalisait sur des femmes d'une trentaine d'années et pas forcément sur les tranches d'âge supérieures où on allait à un extrême opposé, ou sur des femmes plutôt de la soixantaine. Donc comment on peut mettre en place des leviers spécifiques pour justement aller sur ces tranches d'âge de femmes qui ne sont pas forcément incluses dans la recherche ?
C'est pas facile. C'est encore une bonne question. Je dirais peut-être que la facilité, justement, pour faire un premier pas, parce que ça serait bien évidemment pas suffisant, à défaut, c'est par rapport à la digitalisation et tout ce qui est questionnaire, qui peut être un premier pas pour arriver à les inclure. Et après, par contre, quand à passer sur les essais cliniques, vraiment, ça pour le coup, je n'ai pas la réponse. Et Nathalie, typiquement sur vos actions avec l'association, est-ce que vous communiquez à travers vos réseaux sociaux sur des projets d'études spécifiques pour justement, sans forcément participer vous-même à la recherche, mais pouvoir médiatiser des projets ou des initiatives par rapport à la recherche? Oui. Alors en fait, une fois par an, nous finançons une bourse du coup des étudiants qui font des recherches, bon, là sur la pré-éclampsie précisément, mais du coup nous le partageons également sur les réseaux sociaux. Et après, tout ce qui est études, si les femmes, les mamans veulent y participer, on le partage de telle façon qu'elles peuvent après contacter la personne directement. Et c'est vrai que là, je vous rejoins également sur ce que vous disiez. Le fait que ça soit en digital, peut-être que ça facilite les choses. Après, alors je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pourquoi pas en direct? Est-ce que c'est le côté émotionnel qui fait peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi les femmes, du coup, se sentent moins... Non, pardon. Je me posais la question sur effectivement les incitations. Je sais qu'en économie de la santé, par exemple, on mobilise des incitations monétaires. Est-ce que ça fait partie des choses que vous pourriez envisager d'incentiver de manière monétaire certaines populations, les femmes en particulier, pour participer à la recherche clinique? Participer plus sur payer, quoi. Ouais. Oui, vous voulez intervenir? Oui, moi je veux bien. Moi je pense que les femmes, c'est surtout il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les emmener au sport, c'est souvent les femmes qui les emmènent chez les médecins, etc. Et c'est ça l'obstacle. Je pense que c'est l'obstacle. C'est toute la charge mentale. Il faut penser à tout autour et pas seulement dans l'emploi. Alors même si on leur donne de l'argent, ils ne vont pas laisser les enfants à la garderie jusqu'à 20h. Hein. Donc, ça ne changera rien. Les enfants passeront toujours en premier et c'est très bien. Donc, si je rebondis sur ce que vous dites, ça veut dire que l'incitation passerait par le fait que les hommes aillent chercher les enfants à la crèche, à l'école. On y va de temps en temps. Oui, voilà. Voilà. Mais on est quand même en 2025 dans une société où c'est quand même les femmes qui assurent tout ça, quoi. Si moi je rebondis en fait, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est le protocole de recherche clinique. Alors, quand on développe des études cliniques et qu'on a dans le comité scientifique des patients, régulièrement on arrive avec le protocole qui a été lu par les chercheurs, exactement rodé, ficelé comme on voudrait le faire. Les patients ils regardent et disent, mais attendez, moi je ne vais pas passer un temps plein sur votre étude clinique là. Donc en fait, régulièrement, on est rappelé à l'ordre en disant non, bon, il faut enlever telle visite, tel machin, tel truc, essayer de revenir au truc un peu voilà, ce qui va être indispensable et faisable. Est-ce qu'on a, quand on a des études qui concernent aussi les femmes, est-ce qu'on a régulièrement des représentants des femmes qui vont dire attendez, ça, pour répondre exactement à cette question, Oui. est-ce que je suis en emploi, j'ai mon emploi, j'ai des enfants, etc. Ou est-ce que pas de facto, ça va être des critères de non-inclusion un peu cachés, Implicite, oui. Qui fait, appel à des femmes dans les comités scientifiques, dans l'écriture des protocoles? C'est une bonne question. Mais je pensais à la téléconsultation aussi, peut-être éviter de faire déplacer les gens. Il y a le temps de transport et tout ça, il y en a du temps, quelquefois. Alors moi, je pensais à la même chose que vous, parce que je me disais que... Mais je ne sais pas si les investigateurs vont être très friands de téléconsultation dans le cadre d'un protocole. Je ne suis pas sûre. Je suis d'accord, hein, c'est vraiment la bonne solution, mais on a encore un pays qui est très, on fait très, très attention à nos patients en protocole. Hein, très, très attention. On les surveille comme le lait sur le feu. Hein. Donc, je sais pas, je poserai la question. Votre question, elle est vraiment pertinente. Hein. La question de savoir s'il faut mettre des femmes témoins
L'utilisation, ça c'est un truc, mais je l'apprends tout de suite. Je vais le faire tout de suite dès lundi. Excusez-moi, il y a une question au fond là-bas. Et Bernardo, est-ce que tu peux amener le micro? Merci beaucoup. Pour répondre à la suggestion de Jean-Philippe sur l'inclusion des patients dans la mise au point des protocoles, est-ce que ça existe ou ça devrait être mis au point comme un indice de pénibilité des protocoles? Parce qu'en fait, c'est en tant que moi je suis néphrologue et donc il peut arriver qu'on voit des protocoles dans lesquels il va y avoir des recueils d'urine de 24 heures, mais très fréquents. Mais en fait, quand on se met à la place des patients, le recueil est extrêmement contraignant. Quand il y a des prises de sang 3 fois par semaine, on a tous essayé d'aller faire une biologie à Paris. Il faut bloquer une demi-journée, sans caricaturer, dans certains coins d'Île-de-France. En fait, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de co-construit avec les patients et en fait qui permettrait peut-être d'avoir plus d'adhésion si on évalue la pénibilité du protocole. Enfin voilà, je caricature avec le recueil des 24 heures puisque c'est dans notre quotidien. Mais vraiment pour plus inciter, pour voir, regardez finalement, somme toute, sur l'année, vous auriez vu votre médecin 2 fois. Là, vous allez le voir tout compte fait une 3e fois. Est-ce que c'est vraiment contraignant? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est impossible dans votre agenda? C'est une idée comme ça. C'est pas ce qui gouverne Ce qui gouverne la construction d'un protocole en recherche clinique et le nombre de visites, c'est le fait d'être très rigoureux avec la santé du patient. Donc, les médecins qui font des nouvelles molécules un peu compliquées dans une maladie rare ou quelque chose comme ça, ils veulent voir, ils ont la trouille et ils veulent voir leurs patients. Le fait est qu'on a à l'AP un problème d'inclusion dans les études aujourd'hui. Donc, on arrive à se poser la question que vous posez. Enfin, la question que vous posez rentre en scène, c'est-à-dire est-ce qu'on ne fait pas des protocoles? Je ne parle pas de l'industriel, parce que moi je ne fais pas de protocole industriel. On se pose la question de savoir est-ce qu'on ne fait pas des protocoles trop lourds pour les patients? Et ça, c'est un peu le travail qu'on fait dans une unité de recherche clinique. Quand on voit nos investigateurs écrire des protocoles, on essaie d'être vachement rigoureux, d'être le plus light possible, mais on ne doit pas l'être assez, parce qu'il y a toujours des problèmes d'inclusion, quoi. Mais le problème vraiment de la charge mentale, moi je me demande s'il ne faut pas réfléchir en termes de santé publique et par rapport au droit du travail, pour dire est-ce qu'on ne peut pas autoriser à des femmes qui sont dans des protocoles, est-ce qu'elles ne pourraient pas jouir d'une certaine facilité pour... on est en train de rêver, mais c'est comme ça qu'on avance, pour pouvoir se débloquer une demi-journée de boulot, ou je ne sais pas. Et je vois que dans le public, il y a quand même beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans le public, ou même vous, mesdames, qui soit ont mené des études ou soit participé à des études? À main levée, vous inquiétez pas, vous n'allez pas forcément avoir le micro. Mener ou participer? Participer aussi. Et vous, mesdames? Mener des études. Bonjour. Moi, j'ai participé en tant que patiente à une étude clinique. Et je suis assez surprise de ce qui se dit là parce que le point de départ de ma participation, c'est mon médecin qui m'en parle. Elle m'explique très bien ce qui va se passer. J'étais relativement jeune à l'époque. Il n'y a pas ce sujet de la charge mentale. Et dans tout ce qu'on se dit là, j'entends beaucoup quelque chose qui serait de l'ordre de les femmes refusent ou en tout cas n'ont pas le temps, voient des barrières à leur participation, ce qui sous-entend qu'on leur propose qu'elles ont le même accès à l'information que les hommes. Je me demandais si vous aviez des données là-dessus, sur vraiment le côté partager que ça existe et faire savoir que on enrôle dans ces études-là. Vous voulez dire que votre sensation, votre sentiment, c'est que les femmes seraient moins informées des protocoles que les hommes? J'ai pas compris. En fait, je sais pas du tout et je connais pas le processus de recrutement, mais je sais que moi, ça a démarré par ma médecin m'en a parlé et elle a été hyper rassurante par rapport à tout ce qui allait se passer. Enfin, le sujet de comment est-ce qu'on s'organise est venu, mais c'était assez simple, ça avait été pris en compte. Et du coup, je me demandais si on avait plus d'informations sur cette partie-là, puisqu'on est parti du principe qu'en fait, c'était une charge trop importante pour les femmes. Moi, j'ai pas de données sur le sujet, mais effectivement, je pense qu'il y a certainement une problématique
d'informations, encore une fois, de propositions au niveau... Alors, je parle pour... si c'était un médecin généraliste, par exemple. Oui, notamment à ce niveau-là, où on s'imagine que les études sont toujours menées par tout ce qui est, on va dire, l'hôpital, les cliniques, et que ça va être par ce biais-là qu'on va être contacté. Et peut-être qu'il y a un manque, justement, c'est une bonne réflexion, d'information aussi, de sensibiliser les médecins à plus communiquer sur ces études-là. Après, je ne sais pas non plus comment ça se passe pour qu'ils soient sollicités aussi pour trouver les patients, mais en tout cas, c'est une bonne réflexion. Merci. Ouais. Alors oui, justement, c'est le point de départ le point de douleur qu'a utilisé Élise, la fondatrice de Patlink, qui est une solution que j'ai découvert à Innover, justement, lors du hackathon santé de la femme. Et donc, le point de départ, c'était de dire que l'information sur tous les protocoles et toutes les études cliniques qui ont lieu sont souvent pas ou peu accessibles. Et donc, le Patlink propose une solution, justement, pour rendre ça pour vulgariser et rendre accessible auprès de tous, notamment des femmes qui sont en déficit majeur en termes de nombre. Il y avait une autre question. Moi, je voulais simplement dire, alors donc j'ai fait moi un HELP syndrome, donc une prééclampsie aggravée. Donc d'ailleurs, j'ai participé à vulgariser sur les réseaux sociaux votre association, parce que je suis très touchée. J'en parle tous les ans au moment de l'anniversaire de mon fils qui a aujourd'hui 18 ans. Cela dit, j'ai jamais été au courant d'études cliniques une fois que je suis sortie de la maternité. J'ai développé plus tard une pathologie cardiovasculaire qui, évidemment, aurait dû m'être évitée largement. Donc là, je m'interroge vraiment sur le suivi de la patiente une fois qu'elle sort de la patho, à savoir si on ne pourrait pas faire un regroupement, une sorte de fichier, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, si c'est bien, machin, mais quelque chose qui fasse que, on sait qu'il lui est arrivé ça, et que s'il y a des études cliniques ou des retours ou autres, qu'elle puisse, si elle a envie de participer, y aller, parce que moi, clairement, vu ce que j'ai subi, oui, je l'aurais fait. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais rajouter d'autres éléments qui pourraient nous permettre de réfléchir un peu plus. Par exemple, moi je vois pour les donneurs de sang, on a un sexe ratio de 51% de femmes pour 49% d'hommes. Donc on voit bien que les choses peuvent être variables. Donc c'est vrai que je le dis en toute humilité parce que je ne participe pas directement dans des unités de recherche, donc je ne sais pas à quel problème vous pouvez être confrontés. Mais je remettrai quand même un peu en cause cette idée que la femme ne va pas avoir de temps parce qu'elle a trop de charges, etc. Comme ça, de l'extérieur, mais je vous dis en toute humilité, parce que je ne connais pas votre milieu, je ne pense pas que ce soit l'argument majeur. Je pense que c'est surtout l'intention. C'est au départ. J'ai eu d'autres conférences où il y avait même des chercheuses, parce que la place des femmes dans la recherche, elle est très importante aussi de ce point de vue-là, et qui disaient qu'elles n'avaient même pas pensé à inclure des femmes et qu'elles s'en étaient rendues compte à la fin de leurs travaux. Donc je pense que c'est plutôt une volonté politique, sociale, tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où on dit de toute façon l'étude doit porter sur des sexes différents, sur des ethnies différentes, j'ai trouvé effectivement que c'était très important, sur des âges différents, on part de cette idée-là et on met les moyens, et même si l'aspect financier est beaucoup plus important, le bénéfice sera tel qu'on ne doit même pas se poser la question. Et je voulais aussi, pour animer un petit peu le débat, avoir une autre idée, c'est que, alors là je me fais un peu l'avocat du diable, c'est que ce sera aussi au bénéfice des hommes. Dans le milieu de la fertilité, j'ai travaillé beaucoup dans la fertilité, il s'est passé un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, on s'est complètement polarisé sur les femmes. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas si longtemps, même du temps, moi j'ai connu la fécondation in vitro dans les années 80, donc tout à fait au début, c'était la femme qui était responsable de l'infertilité. Donc vous voyez, je crois qu'il faut pondérer les choses. Et là, pour le coup, c'était bien les femmes qui étaient incluses dans les études, au détriment des hommes. Récemment, on se rend compte que le dosage de l'AMH, qui est une hormone, peu importe, on s'y est beaucoup intéressé pour les femmes, on s'y est très peu intéressé pour les hommes, et on s'aperçoit maintenant que c'est une hormone qui est extrêmement importante pour le développement génital anténatal et également sur la fonction sertolienne. Donc, je suis là
je me fais un peu l'avocat du diable, je pondère, mais je pense que c'est surtout des volontés au départ. Vraiment, je crois que les femmes sont tout à fait prêtes pour participer à leur recherche et elles prendront le temps nécessaire. De toute façon, elles trouvent toujours le temps pour tout faire. Alors moi, je pense qu'elles le trouveront pour la recherche aussi. Donc, on a parlé donc, d'une plateforme, on a parlé de questionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres innovations à créer pour justement rendre plus visibles ces initiatives de recherche, même dans le public, hein, si vous avez on a parlé de plateforme, on a parlé de questionnaires. Est-ce qu'il y a ou d'autres moyens? Je vais peut-être rebondir sur un sujet, parce que peut-être dans l'organisation, je trouve qu'il y a une remarque qui était particulièrement pertinente, parce qu'en fait, on a la vision de la recherche et de l'inclusion des patients à partir très hospitalo-centré. Et vraiment, et l'hôpital est le lieu dans lequel on va aller recruter. Et en fait, il y a un biais majeur qui est, c'est principalement des formes plus graves. Et c'est vrai qu'on a peu développé, et le témoignage que vous mentionnez là de j'ai été incluse dans mon protocole par mon médecin généraliste, la recherche clinique en soins de premier recours, en médecine générale notamment, c'est quand même assez rare, notamment en France. Est-ce qu'il y a peut-être aller plus près des populations et non plus près des femmes dans leur vie, plutôt que de les faire venir à l'hôpital, plutôt que Est-ce que en fait c'est pas ça la réponse? Peut-être c'est une réponse organisationnelle et il faut peut-être aller faire de la recherche plus décentralisée, moins dans les hôpitaux, plus près de leur territoire. Est-ce que ça évoque quelque chose? Moi, je suis ravie parce que j'apprends plein de choses sur la façon dont on va pouvoir augmenter les inclusions dans les études. Donc, merci 1000 fois. Merci de penser que les femmes sont capables de venir à l'hôpital quand elles en ont besoin. J'en suis tout à fait persuadée. Mais les études... Alors, pour répondre à votre question, les études en médecine générale, on en a fait. On essaye Moi, je travaille dans le 93, hein, donc c'est des territoires qui sont déjà, en termes de type... qui sont un peu particuliers. J'aime pas du tout stigmatiser stigmatiser mon territoire, mais bon. Nos généralistes sont des gens qui sont souvent suroccupés et que pour eux, quand ils nous voient arriver avec nos gros sabots de recherche clinique, ils nous disent « Oh là là, on n'a pas le temps, ça va être difficile ». Donc, il faut que ce soit hyper bien pacté, simple, etc., parce que sinon, ça ne se fait pas. En revanche, là où vous avez raison, et l'intervention de tout à l'heure, c'est que les informer des protocoles qui se font soit chez eux, s'ils en sont volontaires, soit à l'hôpital, ça c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Et vous avez tout à fait raison. Et ça pourrait être aussi un sujet de recherche, un levier de recherche pour les inclusions. Il y avait une question tout au fond. Moi, je voulais poser la question justement, est-ce qu'en fait, un des biais aussi, c'est dès les études de médecine et aussi en médecine au quotidien, on travaille chacun avec des biais en consultation. Donc en fait, il peut y avoir un présupposé. Le médecin lui-même va se dire, je ne vais pas proposer le protocole à cette patiente je suis sûre que pour telle et telle raison. C'est les biais cognitifs avec lesquels on travaille nous-mêmes avec les patients qu'on a l'habitude de suivre. Et quand on se questionne sur les biais cognitifs qu'on utilise, les Américains ont pas mal travaillé sur les biais qu'il peut y avoir sur les prises en charge en fonction du sexe, en fonction du genre du médecin, en fonction du genre du patient. Donc ça a été fait. En France, on le fait moins. Mais en fait, se questionner aussi, peut-être que les médecins eux-mêmes, par défaut dans la formation, parce qu'en fait, quand on est interne, on dit il y a un protocole, tout simplement, ça nous rajoute du travail. On sait que ça va nous prendre du temps. On va remplir un formulaire papier. Enfin, je parle peut-être d'un internat qui date, mais en tout cas, c'est toujours synonyme de mince, il va y avoir une charge en plus. Donc, une charge en plus pour le médecin, charge potentielle en plus pour le patient. Donc, en fait, c'est dès les études de médecine, peut-être que d'intégrer plus la recherche à une pratique au quotidien, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, mais de se dire que ça s'intègre à l'activité quotidienne, en fait. Je ne sais pas si je suis précise, mais c'est vraiment, on exerce tous avec des biais qu'on applique aux patients, et donc peut-être qu'on ne propose pas suffisamment aussi. Oui, peut-être de sensibiliser à la recherche. Et alors je ne sais pas si ça existe ou si ça donne une idée à quelqu'un, mais peut-être ce qui pourrait vous simplifier aussi la tâche. Alors c'est dans les logiciels que vous utilisez ou non, c'est que suivant en fait toutes les données que vous pouvez rentrer sur un patient, qui puissent être reliées aux différentes études qui sont proposées. Alors
alors soit dans le secteur ou en France en tout cas, et qu'automatiquement en fait vous puissiez les proposer aux patients en fait, suivant ce qui leur correspond. Si vous permettez, sur ce point, dans les associations, je fais partie d'une association de patients sur le cancer, c'est Étincelle, et en fait, on a un modèle. Il y a un modèle existant qui est effectivement quand on inclut des patients dans des nouveaux protocoles. C'est souvent, on travaille nous beaucoup avec des femmes, mais aussi des hommes, et surtout des femmes, puisqu'à l'origine on était spécialisés dans le cancer du sein. Mais en fait, il y a là des modèles, parce qu'effectivement la recherche avance, et donc là vous avez un public qui demande qu'à être justement inclus. Et vous avez peut-être là, il y a déjà des travaux qui sont faits. Il y a des associations comme Mon Réseau Cancer du Sein qui travaillent là-dessus. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les triples négatifs et comment on fait ces inclusions. Et je peux vous dire que là, il y a une demande. Il y a vraiment une demande. Donc, on peut profiter de leur expérience, y compris d'ailleurs parce qu'en province, effectivement, il y a des médecins qui essayaient d'inclure leurs patientes dans ces nouveaux traitements. Donc il y a quelque chose qui existe là, qui est, voilà, c'est bon. Et il y a une demande, et les femmes là, franchement, elles font tout ce qu'elles peuvent pour participer. Et dans ce domaine et dans d'autres, il y a des patientes expertes qui sont prêtes justement à prendre le relais, parce que certaines, nous en avons dans l'association, mais certaines ont bénéficié en effet de ces protocoles et donc peuvent être des relais. Il y a une autre question. Oui, pardon, merci. Oui, pour rebondir aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, en fait, notamment dans les politiques publiques, il y a quand même une tendance à essayer d'aller vers. Et le aller vers, il se pratique aussi en médecine, mais sur des parcours hybridés entre le physique et le digital, avec par exemple des bus. Bon, il y a Agir pour le cœur des femmes, mais il y a aussi plein d'expérimentations qui peuvent être faites. J'en ai une en tête qui est dans le Pays Basque, où en fait vous avez des bus qui vont à la rencontre des gens, là où c'est plutôt des déserts médicaux, avec des infirmiers. Et aussi une communication digitale, justement, avec des médecins à distance qui peuvent permettre d'aller à la rencontre des publics et de les inclure plus facilement. Alors, pour du suivi, mais peut-être que ça pourrait être intéressant pour certains types d'essais cliniques. Alors, moi, justement, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, là, on parle beaucoup d'aller chercher des patients via le médecin, donc B2B, 2C, ou enfin bref, on appelle ça comme on veut. Et donc, pour moi, le sujet, c'était donc le sujet de Patlink et aussi d'une initiative dont je voulais vous parler, c'est d'être en direct avec le patient. Et ça, effectivement, si on passe par toutes les initiatives qu'on a listées, ça va tout doucement et on n'arrose pas beaucoup. Donc, il y a des laboratoires comme AstraZeneca qui ont pris le parti de communiquer sur Instagram. Alors, évidemment, il n'y a pas de données de santé avec RGPD. Par contre, une femme qui est abonnée à tous les comptes Ruban Rose, Étincelle et compagnie, on sait forcément qu'il y a des chances qu'elle ait un cancer, par exemple. Donc, ce qui est mon cas. Donc, j'ai reçu de la part de AstraZeneca une proposition pour rentrer dans une des études. Et je pense que c'est des initiatives qui devraient être démultipliées. Et on est RGPD compliant et en même temps on va chercher les patientes et là au moins on peut aller arroser très large et on n'attend pas que le médecin soit disponible et je voudrais savoir, vous l'avez vécu comment d'être sollicité par Astra? J'ai été très surprise. Parce que c'est quand même très bizarre. J'ai été très surprise, mais en 20 ans de cancer du sein et de 2 cancers du sein, mon oncologue ne m'en a jamais proposé. Donc, de protocole, pas du tout. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt une bonne initiative, parce qu'à partir du moment où on a envie de participer et on a envie de partager, surtout sur les sujets d'hormonothérapie, autant vous dire qu'il y a beaucoup à partager. C'est indiscret, vous me répondez pas. Non, pas du tout. Vous avez été voir votre oncologue en lui disant dis donc. Non, je le vois une fois par an, donc je n'ai pas été le voir, non. Vous avez suivi le protocole d'Astra? Non, j'ai répondu pour participer, j'ai pas eu de retour au final. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la démarche était très intéressante. Parce qu'il y avait au moins les femmes qui ont envie de se manifester pour participer peuvent le faire.
Et du coup, l'audience qui va être touchée, après, ils font le tri. Donc peut-être que finalement, dans les questions à laquelle j'avais répondu... Répondu à des questions de santé Oui. Non, la question, c'était juste, est-ce que vous avez une hormonothérapie? Est-ce que vous êtes... voilà. C'était des questions avec RGPD, avec un consentement. À partir du moment où il y a un consentement, ah bah évidemment, tout est bordé. C'était risque, c'était eux, effectivement. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas, la démarche était intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez été contente. Et je peux vous dire que les patientes parce que j'ai un groupe de patientes que j'anime qui s'appelle Énergie Rose, qui est un groupe WhatsApp complètement informel, les 40 patientes à qui j'ai transféré l'information étaient aussi la plupart partantes pour le faire. Et donc, effectivement, on en revient toujours au sujet que les femmes, de manière générale, sont partantes. Maintenant, effectivement, il faut que l'info soit accessible et qu'ensuite, elles puissent gérer avec de la visio ou des choses à distance pour pas que ça prenne de leur temps dans leur emploi du temps. Sinon, à un moment donné, on le voit, bon, c'est pareil pour le dépistage du cancer. Hein. S'il n'y a qu'une femme sur deux qui le fait, c'est notamment... et ça, Isabelle Thomasin le disait dernièrement pour l'étude qui a été faite. Le numérique va changer nos vies quotidiennes, mais le numérique va changer le rapport entre le médecin et les patients. Quoi. C'est une des illustrations. Moi, je sais d'accord. Oui, ça va changer. Mais après, la question, c'est aussi... je pense que déjà, c'est hyper nouveau. J'ai jamais, pour l'avoir proposé plein de fois à plein d'industriels, ils sont très réticents. Donc je trouve que c'est génial que ça change parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le aller vers. On va vers, il y a des gens, on va les voir directement. Ils n'ont pas cet effort d'aller chercher. Donc je pense qu'il faut avoir ces méthodes originales de recrutement. Ça pose après l'autre question qui est, oui, ça va être les femmes connectées sur les réseaux, très identifiées. Est-ce qu'elles sont les mêmes femmes que toutes les femmes? Avec Instagram, Meta, vous pouvez choisir l'audience que vous allez chercher. Vous n'arrosez pas à tout le monde, vous arrosez selon des critères que vous avez déterminés. Donc si vous voulez que des femmes de tel ou tel âge, c'est celle-là que vous allez les chercher. C'est le principe de l'ADS. On parlait tout à l'heure justement en fait, des disparités en santé. Une des disparités, c'est par exemple les primo-arrivantes qui ne parlent pas la langue ou qui ne sont pas connectées forcément. Toutes les femmes sont connectées aujourd'hui, je pense. Toutes? Ah oui, c'est intéressant. Moi, j'aime bien le débat. Est-ce que toutes les femmes sont connectées? Oui. Toutes les femmes sont connectées. Justement parce que... Exactement. Les femmes sont plus connectées que les hommes, c'est ça que vous voulez dire? Pas forcément, mais en tout cas, elles sont toutes connectées. Moi, j'en suis persuadée. Ouais. Il n'y a qu'à regarder les stats quand on fait des achats d'ads auprès de Meta et compagnie. Ouais. Petit sondage, qui a un Instagram dans le public? Moi aussi. Et on a fait le recrutement par Instagram, c'est ça pour ce soir? Et non, même pas. Mais ça aurait pu, mais non, on n'a pas fait. A-t-il d'autres questions? Allez, Maxime. Je ne sais pas si je suis légitime. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait que potentiellement, il y a des femmes qui ont envie de participer. Et je me demande aussi, on n'en a pas trop parlé, si c'est pas sociétal, et si potentiellement ça peut pas passer par l'éducation et par les autorités. C'est peut-être un mauvais parallèle, mais il y a quelques années, on a eu plein de problèmes de parité partout, même dans les institutions. Et on disait aussi, non, mais les femmes n'ont pas le temps. L'Assemblée, vous savez, on finit à minuit, c'est compliqué. Et on s'est rendu compte que, en fait, quand la loi est passée par là, enfin tout ce qui est parité, et en fait, si, les gens avaient le temps, et ça a forcé un peu la main, ça a fait accélérer les choses. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, peut-être, voilà, les autorités en clinique, etc. Et sur l'éducation, est-ce que moi, en tant que médecin, qui doit proposer un traitement, peu importe le traitement, à une femme, je peux, et je suis d'accord pour me baser sur une étude dans laquelle elles sont représentées qu'à 15%. Un avis? Une remarque? Non. C'est comme ça qu'on travaille. Puis, quand j'étais externe, j'ai appris que les symptômes de l'infarctus du myocarde. Et aujourd'hui, grâce au travail du professeur Claire
Merci. Les symptômes de l'infarctus chez la femme n'ont rien à voir à celui chez les hommes. Et vous avez tout à fait raison de poser cette question. Et ça bouge. Mais et il faut éduquer les jeunes à la recherche clinique dès le début des études de médecine. Alors là, moi, je suis complètement d'accord. Et puis... mais vraiment, hein, l'idée que des symptômes pouvaient être genrés, je vous assure que c'est vraiment une révolution hein, dans la sémiologie. Hein. Il y a une autre question. Oui, j'avais une question. Je me demandais si la problématique d'inclusion des femmes était la même dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Là, la biblio que j'ai fait, c'est que c'est aux États-Unis, pardon. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée derrière. C'est une remarque. Moi, je suis professeur de médecine. Et il a été dit tout à l'heure que pour les étudiants en médecine, et en santé en général, mais je vais parler de ce que je connais bien, c'est-à-dire les étudiants en médecine, qu'il faudrait qu'on les initie à la recherche clinique. Alors moi, je suis d'accord, bien sûr. Sauf que vous savez comment peut-être sont faites aujourd'hui les études de médecine. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à ingurgiter pour passer des concours. On appelle ça des examens classants, mais enfin, c'est des concours quand même. Et donc, en fait, c'est le temps qui manque. En tout cas, en formation initiale, premier et deuxième cycle. Alors après, les gens, quand ils sont internes de spécialité, voire même de médecine générale, peuvent s'initier à la recherche clinique, mais il faut faire un deuxième cursus. Et en fait, finalement, on voit aujourd'hui, on a du mal à recruter les chefs de clinique classiques, universitaires, parce que les gens ne veulent plus faire ces carrières qui sont un peu difficiles, on va dire, et très sélectives. Et donc, eh bien, on manque de temps et on manque de bras. Et il y a une chose quand même qu'il faut dire. Bon, je suis hépatogastroentérologue, hein, essentiellement. Bon. Et donc, je travaille beaucoup dans le domaine de la cancérologie. Et on sait que le meilleur moyen pour améliorer le pronostic des maladies graves, et notamment oncologiques, c'est d'être inclus dans des essais cliniques. Enfin, ça, les oncologues, notamment dans les centres anticancéreux, ont bien montré. Mais bon, alors les oncologues sont très, très sensibilisés à la recherche clinique. Je crois qu'on ne peut pas faire de l'oncologie, en tout cas en centre anticancéreux, si on ne fait pas de recherche clinique. Mais je ne suis pas certain que ça soit dans l'optique de la majorité des praticiens aujourd'hui. En tout cas, dans leur formation initiale. Ils ont vraiment tellement de choses à faire que ça me paraît difficile. La solution proposée sur un groupe Instagram ou autre, où finalement on vous target parce que vous avez regardé telle chose, donc on pense que vous avez telle maladie, est peut-être une bonne solution si elle est faite dans les règles juridiques et éthiques. Mais ceci étant, AstraZeneca, j'imagine, si ils ciblent des personnes, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre après, hein, parce qu'ils vont faire une chimiothérapie de tel truc, donc voilà. On voit un petit peu la même chose aujourd'hui dans les pathologies métaboliques et aussi dans les pathologies inflammatoires. En gros, c'est les 3 grandes pathologies qu'on a aujourd'hui, à la fois chez l'homme et chez la femme. Donc voilà, quelques remarques. Moi, je suis d'accord. Je pondérais un poil sur les... Je pense que ça peut être un facteur d'attractivité qu'un GH ou un GHU propose une formation parallèle en recherche clinique. Nous, ce qu'on a monté à Avicenne, et l'AP aussi, puisqu'ils proposent des mi-temps recherche ouverts aux chefs et au PH. Donc ça va quand même un petit peu dans ce sens-là, et je pense que c'est des facteurs d'attractivité. Je ne sais pas si ça va marcher, mais chez nous, ils sont très contents de passer un mi-temps à faire de la recherche clinique, une question qu'ils se sont posées, qu'ils ont structurée, ils sont contents. C'est bien, mais moi je travaille à la science publique aussi, hein, GH Saclay. Parfois on a des difficultés d'avoir des candidats, en fait. Moi je fais partie des commissions de recrutement, hein, à la fois pour les praticiens hospitaliers et puis évidemment pour les hospitalo-U. Enfin, les hospitalo-U c'est différent, évidemment, il faut qu'ils fassent de la recherche. Mais quand même la majorité c'est plutôt des PH. Et on a beaucoup de gens, on a des difficultés à les sensibiliser à ça en disant
voilà, on a déjà fait énormément de choses, etc. Enfin, bon. Mais ceci étant, moi, je suis complètement d'accord qu'il faut promouvoir cela, hein, c'est évidemment. Mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Les études de médecine, c'est vraiment difficile. Non pas difficile au niveau intellectuel, quoique, mais surtout en termes de masse à ingurgiter et de stress qui est dur pour la formation d'un médecin aujourd'hui dans une grande spécialité, 12 ans, quoi. Alors, je pense que vous avez déjà entendu le bouchon de champagne sortir de la bouteille. Donc, il va être le moment de conclure. Donc, j'avais préparé initialement une conclusion, mais en fait, au fur et à mesure des discussions, je pense qu'on va plutôt faire un petit tour de table sur votre perception. Et est-ce que vous avez un message que vous souhaitiez faire passer, soit en ligne, soit au public, sur la place de la femme ou l'amélioration de la santé des femmes génériquement? Alexandre? Pas spécialement sur la santé de la femme, mais par rapport au problème d'inclusion, moi je rajouterais, c'est que le principal biais, c'est qu'aujourd'hui on n'informe pas les patients des résultats des essais cliniques. Et ça, pour moi, c'est le biais majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut changer le paradigme de la recherche clinique et de la médecine, où aujourd'hui le patient est un acteur incontournable et il doit être participatif jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je trouve ça inadmissible quand on demande aux gens de participer à un essai et que derrière, on ne les informe pas des résultats de la publication scientifique, etc. Disons qu'un peu c'est notre credo, nous, dans notre hôpital, c'est faire une médecine participative jusqu'au bout, où en fait les patients sont des acteurs eux-mêmes en fait de notre recherche, parce que ça en fait on les voit en fait, ils en parlent autour d'eux, ils sont même proactifs pour être dans d'autres essais derrière, s'ils ont d'autres pathologies ou autres, ils en parlent et en fait on voit un vrai changement. Après, l'autre chose aussi, je pense, par rapport à la recherche, et ça je pense que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, c'est qu'il y a aujourd'hui, à mon sens, trop de recherche académique, puisqu'on voit que trop d'essais n'aboutissent à rien. Et en fait, il y a beaucoup, alors autres les problèmes d'inclusion, mais en fait, on voit que par exemple, moins de 40% des essais de PHRC, par exemple, programme hospitalo de recherche clinique, ont abouti à une publication scientifique. Donc, c'est-à-dire que 60% n'aboutissent à rien. C'est-à-dire, pour moi, à mon sens, c'est de l'argent public perdu. Et aujourd'hui, on voit que la recherche perd 200 millions d'euros parce que coupe budgétaire, mais ça veut dire qu'à mon avis, soit on fait moins, c'est-à-dire faire trop d'essais cliniques, c'est-à-dire qu'on sollicite trop les patients pour plein d'essais, alors qu'en fait, ils n'aboutissent pas forcément à quelque chose. Et donc, c'est les chiffres, hein, je veux dire. Donc, non, mais c'est un sujet pour moi, à mon avis, c'est qu'il y a la recherche industrielle et la recherche académique. Alors, je parle de recherche académique, c'est-à-dire la recherche académique qui est financée, enfin, c'est public, qui est financée par l'État, qui n'aboutit pas à quelque chose. Donc en fait, on sollicite des patients pour quelque chose qui n'aboutira pas. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sélectif par rapport en fait à les taux de réussite en fait des essais cliniques, c'est-à-dire à la fois en fait, ça veut dire de la méthodologie, des biostatistiques, de l'encadrement des équipes de recherche qui les font. Voilà. Ah oui, je disais en général, parce qu'en fait, à mon sens, parce qu'après, il faut aussi parler, quand on parle aussi de recherche clinique et d'inclusion, aujourd'hui, on voit, par exemple, on prend juste l'oncologie, en fait, les grands cancers, en fait, sont des cancers, on va dire, sexués, en fait, aujourd'hui. Donc, en fait, on divise, on fait de la recherche chez les femmes, on fait de la recherche chez les hommes. Donc, en fait, la problématique se pose sur les pathologies, en fait, communes aux hommes. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'oncologie, c'est cancer du sein aujourd'hui chez les femmes essentiellement, cancer de la prostate qui monte en force chez les hommes. Donc, en fait, là, il n'y a pas de problème, je veux dire, de ratio sexe-ratio à ce moment-là. Mais ça veut dire que là, pour moi, c'est la problématique est à la fois chez les hommes et chez les femmes, c'est par rapport au recrutement. C'est ça que je veux dire à ce moment-là. Nathalie, un mot de la fin? Alors moi, c'est pas du tout dans les chiffres ou quoi, mais c'est plutôt le côté patiente. Mais c'est vrai que par rapport à l'inclusion, par les échanges qu'on a, je suis persuadée que celles qui l'ont vécu ne demandent que ça. Par rapport à ce que vous disiez, voilà, après le HELP syndrome et tout ce que vous avez traversé, qu'elles sont vraiment demandeuses en fait de participer à des études, mais il y a un vrai désert médical, donc ça, petit à petit ça progresse, mais voilà, c'est encore un long chemin. Merci. Merci. Aurélie? Pour moi, ça me conforte dans l'idée d'arriver à créer ce lien et de mettre en lien tous les acteurs du secteur de la santé, aussi bien les associations avec les professionnels, la recherche, pour arriver à progresser sur ce sujet-là. Merci.
Moi, j'aimerais bien vraiment un jour qu'on arrive à penser la recherche en termes de répartition sexuelle, c'est-à-dire quand on pense à un protocole, on regarde quelle est la répartition de la maladie chez les hommes et chez les femmes, le nombre de femmes qu'il va falloir inclure et le nombre d'hommes qu'il va falloir inclure, qu'on utilise le sexe comme une variable indépendante dans l'analyse des données. Je trouve que déjà, si on arrive à faire ça, ce sera formidable. Et puis, je retiens vraiment vos messages d'espoir, d'inclusion. Oui, voilà, on va faire beaucoup mieux pour communiquer, parce qu'en fait, le problème, c'est juste comment on arrive à vous. C'est juste ça. Donc, c'est sûrement de notre faute et on va faire mieux. Merci beaucoup à nos intervenants. Je suis désolée pour ceux qui avaient encore des questions, mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi aller prendre un verre et manger quelque chose pour continuer de parler de ce fabuleux sujet. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Merci.